honorables invités, chers participants à ce congrès, qu'il me soit permis, au prime abord, au nom de mon université, l'Université de la ville de New York, c'est une institution de 250 000 étudiants, avec 11 prix Nobel. Et au nom de la mission permanente de l'Organisation internationale de la francophonie de New York, de présenter à Madame Irina Bokova et à son comité scientifique, qui après la publication de mon dernier ouvrage, Culture et développement en Afrique, a bien voulu m'associer à ces travaux. Mes remerciements vont également à tous les organisateurs, aussi bien de Paris que de Anzo, qui, bravant les fuseaux horaires, nous ont permis, par leur dévouement et leur compétence, d'être là. Merci enfin au pays et à la ville d'accueil. Les approches culturelles contre la pauvreté, facteur du bien-être humain. Si l'on considère que la culture et la pauvreté forment deux notions anthropomorphes, contextuelles, matérielles, immatérielles, relatives, polysémiques et très complexes, et dont la mise en rapport implique automatiquement des dimensions politiques, économiques, sociales, psychologiques et surtout éducatives, leurs relations ne semblent pas toujours tenir compte de leurs spécificités, complexes et multidimensionnelles. Un bref examen de ces deux notions nous permettra de partir en trois axes. Le premier axe, ce sera culture et pauvreté, état des lieux. Deuxième axe, interaction entre culture et pauvreté. Et troisième et dernier axe, la culture comme l'une des matrices et l'un des géniteurs et générateurs essentiels du bien-être humain à travers le développement durable. L'état des lieux peut se lire à travers leur définition rapide. Ensuite, nous verrons la rupture de la cohésion sociale au niveau du respect et de la solidarité. Nous parlerons rapidement de la culture de la pauvreté et surtout du défi que la pauvreté lance à l'humanité aujourd'hui. Sans revenir à tous les travaux effectués sur le domaine, si l'on considère que la culture est un phénomène composite où interfère non seulement la manière de concevoir la vie, mais de vivre d'un peuple avec tout ce que cela comporte comme philosophie de vie, tradition, croyance, expression intellectuelle, sociale, psychologique.
droits humains fondamentaux. L'on constate, indépendamment de ce qui nous a été dit ce matin et qui est réconfortant, que la culture n'a malheureusement pas été souvent prise en compte dans son intégrité et encore moins dans son intégralité lorsqu'il s'agit de traiter de la pauvreté. Or, plus complexe on semble le voir généralement, la pauvreté qui se présente avant tout comme l'expression d'un manque, d'un dénuement, peut être comprise comme l'absence ou l'insuffisance de ressources d'abord matérielles, nourriture, vêtements, habitation ou argent nécessaire pour s'en procurer. Mais ensuite, et le plus souvent parallèlement, aussi comme l'absence et l'insuffisance des ressources immatérielles que sont l'éducation, la considération sociale, l'isolement ou une certaine forme d'exclusion de la société, par exemple. S'agissant de la rupture qu'on constate au niveau de la cohésion sociale, lorsqu'on regarde le respect, par exemple, on peut dire que dans de nombreux pays du Sud, les femmes et les hommes deviennent plus pauvres parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans leur propre culture. Mais pire, ils ne connaissent plus leur culture. Comme le montre un examen rapide des deux notions, je ne ferai l'analyse que d'une seule, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas assez suffisant. En des temps encore relativement récents, chaque soir, le chef de clan, de tribu, de famille, réunissait les siens, non pas pour suivre un film à la télévision, mais pour échanger, pour apprendre aux jeunes à donner du sens à chaque parole qu'ils auraient à prononcer. Il leur était enseigné à la fois l'art de parler et celui de convaincre, de penser juste et vrai, en respectant une hiérarchie de prise de parole, et chaque nouvelle leçon acquise était mise en pratique au sein du groupe de manière récurrente, sans aucune simplification ni mutilation, mais organisée dans une vision cohérente, afin que jamais ne se perde un enseignement basé sur le respect et l'individu, de sa place et de son rôle au sein du groupe. Par exemple, dans les langues nationales du Sud, comme vous savez, le Sud, c'est un euphémisme pour désigner les pays où il y a la pauvreté, l'on a pris l'habitude de donner au mot palabre un sens chargé d'ironie et de condescendance, en abondant dans le sens de se nourrir de la culture de l'homme pressé, qui veut tout de suite, et qui oublie l'essence même de cette pratique, qui tout en pesant sur la vie du groupe, du village, lui évitait des écueils, de l'incompréhension, en dotant ces acteurs d'un formidable vouloir d'assumer entièrement leur naissance, en leur donnant courage, confiance pour l'avenir et pour l'aventure de la vie. Le respect se conjuguait en une multitude de formes et d'approches. Et nous n'évoquerons que le respect mutuel, le respect de la parole donnée, le respect de l'environnement. Sur le respect des aînés,
même s'il se perd, était indiscutable. Le respect mutuel restait un ciment dans la vie du groupe, car c'était lui qui faisait prendre conscience de notre besoin de l'autre, de la nécessité d'avoir un miroir dans lequel nous reconnaître et de poser la bonne question. Jusqu'où suis-je capable d'aller dans ma quête d'altérité en vue du bien-être de la communauté? Le respect mutuel ne pouvait donc être vécu comme un pis-aller, mais comme une nécessité vitale. Comment en effet se passer de l'autre quand on n'a pas choisi d'être un anachorète? Comment se débarrasser de son propre a priori et penser l'autre comme son double, à qui on devait respect, si on ne voulait pas briser la cohésion du groupe? Le respect mutuel engendrait automatiquement à son tour le respect de la parole donnée, car le vrai fils ou la vraie fille du pays ne pouvait pas tromper une personne avec qui il ou elle partageait les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Cette forme de respect obligeait le concerné à s'acquitter de ses dettes, à ne pas fuir ses responsabilités, à participer à chaque élan collectif, signe de son appartenance au groupe et de son adhésion totale et à l'exigence éthique. Fondement de la confiance mutuelle en vue du bien-être de chacun et de tous, et donc à combattre par ricochet la pauvreté sans même y penser, tout naturellement au prisme de sa culture. Quant au respect de l'environnement, le respecter ne se résumait pas seulement à respecter la forêt, délimitée en aire protégée par des spécialistes, mais à respecter aussi son environnement immédiat où l'homme et la femme, chacun avec ses vérités, ses expériences, ses secrets, s'engager à bâtir un monde et à s'y incorporer, à s'y fondre, afin que le respect de l'environnement ne reste pas dans le domaine des idées, mais trouva sa force dans une conscience collective, un mouvement extraordinaire qui se souciait des individus comme de tout ce qui faisait la vie sur Terre. Respecter l'environnement, c'était d'abord se respecter, pour respecter autrui, pour le comprendre, l'accepter dans ses réalités, pour pouvoir ouvrir avec lui des perspectives de vie à venir où l'harmonie apporterait le désir d'aller de l'avant, afin de s'ouvrir un avenir meilleur bâti sur l'honnêteté, la probité et l'émulation, ce qui éliminait pauvreté, entendu ici comme dénuement, le manque, l'absence des biens de première nécessité. Il en était dans le même de la solidarité. Faut-il rappeler que dans cette société, pendant des siècles, personne ne travaillait hors du plan familial. Chacun était là, toujours présent, à labourer les champs, réparer les digues, bâtir des clôtures, semer, récolter. On se lamentait ensemble de la sécheresse. Ensemble, on sacrifiait poules, coqs, chèvres, moutons et même des bœufs pour se voir accorder des récoltes abondantes. Ensemble, on se réjouissait de la venue de la pluie. Ensemble, on dansait, on chantait, mais depuis quelques décennies, de nombreux villages sont devenus silencieux car désertés par leurs habitants. Le travail des champs est devenu trop dur, le travail manuel considéré comme extrêmement dégradant, et la solidarité n'est plus que l'apanage des vieux trop fatigués pour suivre le flot de ceux qui partent attirés par le spectacle fallacieux des villes. La solidarité semble de plus en plus reléguée au rang de culture tronquée, de la culture orpheline, car ceux qui ont la charge de la perpétuer ont préféré briser le lien, ne gordien tranche sans aucun état d'âme. Dès lors, le chacun pour soi a amené l'isolement avec sa cohorte de mots, dont le premier en tête de liste est évidemment
la pauvreté. Ainsi, si la culture combat la pauvreté, son absence l'augmente et la généralise, ce qui invite à examiner brièvement la théorie de la culture de la pauvreté. Une théorie a connu le jour en Amérique du Nord par Oscar Lewis, dans son ouvrage Les enfants de Sanchez, The Children of Sanchez. Il démontre que certaines cultures, certains groupes sociaux ont une culture de la pauvreté. Et il se base sur des études faites au Mexique. Il est généralisé. Sa théorie a été combattue et évidemment je la combats aussi en disant qu'en réalité, toute culture, même si elle a certaines défaillances de par cette croyance, toute culture finalement permet à l'homme de faire des progrès. Autrement, ce qui l'apporte ne serait jamais arrivé en nous, il ne serait jamais arrivé au troisième millénaire, en tout cas, quand on sait ce qu'ils ont traversé entre-temps. Défi de la pauvreté au monde. La culture est absente des stratégies de combat contre la pauvreté. Cela pourrait expliquer les multiples échecs des stratégies de lutte contre la pauvreté. À titre d'exemple, la culture n'est mentionnée qu'une seule fois, au paragraphe 5 de la déclaration du millénaire sur les droits humains, la démocratie et la bonne gouvernance, et ne constitue pas un objectif à atteindre. C'est pourquoi il faut reconnaître que, encore une fois, malgré ce que nous avons entendu ce matin, et qui est encore une fois encourageant, les objectifs du millénaire de réduire de moitié l'extrême pauvreté de toute l'humanité en 2015 semblent loin d'être atteints. Le défi que la pauvreté lance de plus en plus au monde à plusieurs niveaux relève effectivement de certains facteurs significatifs. L'inaccessibilité aux besoins fondamentaux, soins élémentaires de santé, alimentation de base, la situation des déportés, des réfugiés de toutes sortes, les conséquences des conflits récurrents, nationaux, régionaux et internationaux, la mauvaise gouvernance, l'isolement, les aspects aussi importants que la situation émotionnelle et psychologique, l'envahissement des villes, les flux migratoires, la multiplication des problèmes que crée la recherche de l'emploi avec son corollaire, l'absence de revenus. L'amplification d'un habitat non maîtrisé, source de taudis et autres masures. Les risques qu'entraîne la destruction de l'environnement, y compris des conséquences du changement climatique et les désastres et autres sinistres naturels, pour ne citer que ces quelques variantes de ce terrible phénomène qui apparaît de plus en plus comme un fléau tentaculaire dont sont victimes de nombreux pauvres à travers le monde. Dès lors, les approches culturelles contre la pauvreté, facteurs du bien-être humain, ne peuvent être que plurielles et multiformes. Au niveau de notre deuxième grand axe, interaction entre culture et pauvreté, l'on retiendra que d'abord, la culture est un moteur de réduction de la pauvreté. Et là, je peux donner beaucoup d'exemples au niveau du développement durable en termes de bien-être humain. Par exemple, reconnaître la dignité de la création, des créations humaines favorise le développement d'environnement au niveau des individus et de la société. Une vie culturelle vibrante et pleine de sens constitue
une dimension importante du bien-être de l'être humain et la finalité du développement. Nous pouvons également parler du rôle de la culture au développement durable et du bien-être humain. Des efforts de développement bien informés sur les problèmes de la culture rehausseraient également les principes d'efficacité en créant des préconditions de développement à travers les efforts de la mise en place d'une compréhension effective et d'une entente mutuelle susceptible de contribuer à une coopération innovatrice et fructueuse, prémisse d'une paix si indispensable non seulement pour le développement, mais pour le bien-être du groupe. Bien que les résultats d'appui aux interventions culturelles n'aient pas été évalués en termes budgétaires, de telles actions contribuent, il faut le reconnaître, à l'efficacité de la réalisation des objectifs de développement de l'être humain et du bien-être de celui-ci. La culture, comme vecteur de l'inclusion et de la cohésion sociale en vue du bien-être humain. La culture, comme moyen d'atténuer la pauvreté et de favoriser l'inclusion et la cohésion sociale, apparaît au niveau du développement auto-centré. Il s'agit du développement de soi envers soi, de la participation des locaux, de l'inclusion et de la cohésion, source de solidarité, de la promotion de l'égalité des sexes, avec la primauté du pouvoir à donner aux femmes. Nous passons à notre troisième axe. La culture, comme l'une des matrices, est l'un des géniteurs et générateurs essentiels du bien-être humain à travers le développement durable. La culture est l'épicentre de l'éducation. Sensibiliser les enfants, les parents et tout la cohorte des décideurs pour faire en sorte que l'éducation soit la priorité des priorités, notamment dans les pays du Sud, en ce qui concerne particulièrement les femmes. Les programmes devront être à la fois introvertis pour partir du patrimoine local, extravertis pour s'ouvrir à l'extérieur et s'enrichir de celui-ci, afin que les produits issus de ces formations deviennent des femmes et des hommes responsables, c'est-à-dire agents de développement durable et citoyens de leur pays et du monde. La culture, source porteuse de progrès, de créativité et d'innovation. C'est le lieu de permettre à chaque culture, et ceci est important, parce que si une culture n'a pas des ingrédients en elle-même qui la portent vers le progrès, ce progrès n'est pas possible. Donc, de donner à chaque culture d'avoir certaines composantes fondamentales, telles que la conception de la femme et de l'homme, comme source de richesse et véhicule d'émancipation qui implique, selon les circonstances, l'autocritique, source de l'autorévolution, susceptible de conduire à un dépassement permanent, intégrant à la fois des notions de progrès et de modernité. La culture, l'un des creusets du bien-être humain au prisme du développement durable. La culture apparaît comme l'un des aiguillons du bien-être humain. La placer au cœur de chaque politique, de chaque développement, de toute initiative sociale sur le plan national et international, assure à l'humanité un meilleur devenir pour un meilleur avenir pour tous. C'est pourquoi, après cette tentative d'analyse, il est important de souligner que culture et pauvreté n'évoluent pas dans une tour d'ivoire.
Ces deux notions évoluent dans un monde où d'autres dimensions telles que politique, économique, sociale ont une influence plus que capitale. La culture a besoin de ces dimensions pour réussir son combat contre la pauvreté. Car l'on ne peut finalement parler du rapport entre culture et pauvreté sans parler de la conception globale que l'on se fait de la société, de la dynamique qui anime cette société, du contrat social entre les différentes forces économiques, politiques, sociales, car cela aussi est la culture. On ne peut non plus parler de culture et pauvreté sans évoquer l'importance du travail, de l'équité, de la justice, des rapports entre les hommes, du système économique, de l'état de droit, de la démocratie, de la bonne gouvernance. L'on peut citer aussi la répartition des biens de consommation, cette répartition qui est souvent illégale entre les hommes. Certains sont en mesure de créer beaucoup de richesses pour faire reculer la pauvreté, alors que d'autres, pour diverses raisons explicables, ne le sont pas. Ceci n'est pas forcément lié à la culture seule, mais aussi à beaucoup de facteurs complexes. L'on assiste parfois à des situations d'exploitation éhontée, où les plus forts, les plus nantis, écrasent les plus faibles. Ceci crée une pauvreté croissante où les plus pauvres, les plus faibles deviennent davantage pauvres et démunis. Une chose est certaine, parlant de la culture en termes de connaissances, il va de soi qu'il ne peut y avoir de véritable culture sans liberté, de même qu'il ne peut y avoir de vraie liberté sans une profonde connaissance de ce que la liberté exige. Mais l'on sait que la liberté sans égalité n'est que le droit de mourir de faim dans la pauvreté, soit relative, soit absolue. L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. La vraie question à poser est de savoir s'il existe un projet commun de sortir l'humanité de la pauvreté. Y a-t-il un sens commun, une culture de solidarité, une manière commune de voir le monde et les choses, qui résulterait d'un équilibre entre les intérêts et les visions de chacun? Il semble qu'il ne puisse y avoir de contribution de la culture à la lutte contre la pauvreté que si inversement la lutte contre la pauvreté, autrement dit, si la lutte pour l'émancipation sociale fait partie intégrante de la culture et notamment de la culture de l'altruisme. Mais pour que l'émancipation sociale fasse partie intégrante de la culture de l'altruisme, il faut une certaine conscience sociale qui intègre en soi la formule non seulement que demain sera meilleur pour tous, mais qu'il faut que demain soit meilleur pour tous. Conscience que la configuration globale de la société peut être changée, même progressivement, même partiellement. Il faut donc l'espoir, justement, pour donner l'espoir aux uns et aux autres par la culture pour des lendemains meilleurs. Ces questions nous déplacent au cœur de la pauvreté et de l'exclusion sociale et culturelle. Car il faut reconnaître qu'une grande partie du monde se trouve coupée de tout flux culturel, immatériel et relationnel susceptible de générer le plus-value. Il existe un clivage géopolitique de plus en plus entre les régions productrices de matières premières achetées à des prix dérisoires, et les régions industrialisées qui en aucune manière ne veulent partager leur technologie et leur savoir-faire. Certaines entreprises du Nord exploitent une main-d'œuvre bon marché des pays du Sud, sans aucun souci de conditions de travail et de la sécurité des travailleurs. Le dernier drame du Bangladesh, avec plus de 900 morts, en est une tragique illustration. Dès lors, la culture de l'égoïsme
et de l'exclusion sociale reste un des freins importants qui empêche les humains de lutter contre la pauvreté. Il est donc temps que l'on passe de la culture du regrettable égoïsme à la culture du partage. Les droits économiques et sociaux, ainsi que la vraie culture humaine, pour faire reculer la pauvreté, ne peuvent être efficaces que s'ils sont animés par l'humanisme, la solidarité et la fraternité entre toutes les femmes et tous les hommes de la terre, sans aucune discrimination, car c'est par cette voie seulement que l'on peut demander, le cas échéant, et peut-être amener d'autres à rejoindre les bonnes volontés qui aimeraient aider tout le monde. Disons que, en réalité, ce qu'il nous faut, c'est de l'humanisme. Pour que la culture puisse jouer son rôle, il faut de l'amour. Car finalement, qu'est-ce qui anime Zhang Lin? Il le sait certainement mieux que moi. Mais moi, je crois que c'est l'amour qu'il a pour l'être humain qui fait qu'il réalise des prouesses comme celle dont il nous a parlé ce matin. Il apparaît clairement à l'issue de cet exposé que c'est l'homme avec grand H, dans sa diversité, sa complexité, sa constante évolution, avec ces différentes ancrages qui se trouvent au centre du processus. Ne s'agit-il pas, plus aujourd'hui qu'hier et bien moins que demain, de cerner toutes les particularités des espaces et des temps considérés en vue d'œuvrer en profondeur sur le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-agir de l'homme dans le cadre de l'invention, de la création, de la préservation, de la transmission adéquate des savoirs. L'apprentissage ne pourrait-il pas avoir un effet miroir entre le métier à tisser les fils du savoir de la société et l'acte de tisser les métiers des fils, entendez enfants de la société considérée, pour susciter et généraliser la culture de la tolérance et de la solidarité qui manque si cruellement aux hommes lorsqu'on se réfère aux statistiques sur les richesses de l'humanité pour atteindre le bonheur, pourtant partout plus que jamais possible pour tous. Comme d'habitude, l'on constate plus d'interrogations que de réponses aux sujets traités, mais les suggestions de solutions se trouvent également dans les bonnes questions soulevées ou posées. Il n'est donc pas question que les bonnes et heureuses idées émises au cours de ces assises soient des vœux pieux ou tombent, comme malheureusement d'habitude, dans des oubliettes une fois le congrès terminé. L'UNESCO, au terme de la fructueuse rencontre de Hangzhou, pourrait ainsi, d'une part, demander aux Nations Unies d'inscrire désormais la culture au cœur de ces programmes en vue d'en généraliser l'exploitation idoine, notamment au niveau du développement humain durable. D'autre part, d'inviter tous les dirigeants des pays membres de l'ONU de passer à l'action à partir des résultats et résolutions formulées ici, chacun à son niveau, s'il le faut, avec le concours de l'UNESCO. Ainsi, au-delà de la modification de la culture des uns et des autres, l'UNESCO travaillera à son incarnation dans le monde avec les différents pays pour que la culture, matrice génératrice et génitrice du progrès et de la modernité, devienne une seconde nature pour chacun, pour chacune et enfin de compte pour tous. Ainsi, me permettrez-vous de conclure avec ces mots toujours actuels de Joseph Brzezinski, fondateur du mouvement Aide à toute détresse, ATD, je cite: là où les hommes sont condamnés dans la misère,
les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Je vous remercie pour votre attention.